Bonsoir tout le monde, il y a Yazid qui arrive sur le plateau. Bonsoir à toutes et à tous. On a une équipe un petit peu fatiguée du week-end, je pense, mais Non, encore. tout va bien. Tout va bien, Yazid? Non, je te connais, Yazid. Un petit peu fatigué du week-end, mais c'est normal. On va revenir un petit peu sur le week-end bourré tour avec Jonathan qui a participé à plusieurs tables. En plus, je vais commencer par te présenter. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va, super. Tu es Fatigué, effectivement, fatigué. mais on s'est un peu reposé quand même. Ouais. T'as participé à combien de tables? 3? Indirectement, ouais, on va dire que j'ai fait l'intro plus la première table, Ouais. celle sur le fascisme et l'outro de l'événement, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Plus l'orga, etc. Enfin, L'orga, comme bah plein oui. de gens, quoi. Bah ouais. Incroyable. Yazid, comment ça va? Salam, ça va, ça va. Ça va, toi t'étais à la technique? À la technique, derrière l'écran avec Christophe, qui donnait des ordres à tout le monde. Et T'entends très ça désagréable au micro d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc va falloir supporter pendant 16 heures d'émission. Ah là là, 16 heures. Ah là Non là. payé en plus, faut dire. c'est Aïe, quand même aïe, quelque aïe, chose. aïe, aïe. Voilà. Yacine, De retour. et toi, comment tu l'as vu d'où l'événement? L'événement, je l'ai vu depuis la Dynamo. Depuis? C'était un super événement, un franc Ouais. succès. Il y avait énormément de monde. Merci à tous d'être venus. Et voilà, je suis très content d'être de retour sur le plateau de PDH. Ça faisait longtemps. Trop bien, Voilà, c'est voilà. parti. J'étais Youssef. dans les coulisses. Youssef, tu es rétabli? Comment ça va? Oui, ça Un va. petit peu? En cours de rétablissement? Dans le Oui, micro? non, ça va, Tu vois, ça t'as va. perdu tes habitudes. Exact. Mais on les retrouve vite. Non, ça va. Et l'événement était super hier. T'as assisté aux 2 journées? Oui, absolument. C'était super. T'as assisté Et- aux 16 heures de conférence? Non. Tu as pris des Bien notes? sûr, mais j'ai pris des notes. Mais j'ai déjà tout appris par cœur. Vas-y, interroge-moi. Mais bien Alors qu'est-ce qui a sûr, été bien dit sûr, à la 48e minute? Alors, non, tu confonds avec la 49e. Ah, parce pardon, que c'est- excuse-moi. ouais. C'est à la 48e, c'était la pause. Très bien. Je vais commencer par parler un petit peu de la revue, ensuite on va continuer sur Oui. l'événement. On doit faire la promo, donc là je change de jingle. C'est pas terroriste, c'est celui qui dit qui est. Là cette fois-ci c'est nous. Après Petit blanc. 8 mois de conception, elle est sort en feu. Ouais, petit. C'était Attends, une très longue gestation. Attendez, C'était j'ai- la gestation Attends, on est en train de Mais, voler par eux, ça pue, j'ai ça. pas dit le sous-titre. Attendez, petit blanc, fascisme ou révolution. Avec un petit bébé avec un gilet jaune. Magnifique. Voilà, analyse de texte. Tous ceux qui disaient que petit blanc c'était un terme méprisant, regardez-nous ce petit bébé. Ah ouais. Et Voilà. dites-nous si c'est une représentation méprisante. Il est vraiment magnifique. Donc c'est une très belle revue qui est en vente. Là on a plein de cartons dans les studios, donc vraiment faut tout vider. Il faut tout vider 100% parce du stock doit que disparaître. parce que voilà. Et beaucoup de contributeurs, beaucoup d'articles, beaucoup de temps sur l'écriture, sur la conception, sur le graphisme. C'est vraiment un travail incroyable. Et parce qu'on aime bien pas gagner de l'argent, on la vend à 10 euros. 10 euros Celui seulement. qui ose dire que c'est cher, franchement. Ah, il y a 150 pages, hein. 15 pages de franchement, plus C'est- que pour la revue voilà, numéro et 2. 50 pages de plus que la revue numéro 1. Ah, j'avais- Franchement, on vous met bien. Voilà. Avec des illustrations Avec extraordinaires. des illustrations à l'intérieur. magnifiques, avec des articles de haute qualité. Voilà, je veux Les dire. Voilà. artistes travaillent sur les illustrations. Donc, hein. parole d'honneur vous dirait que ça coûte 10 euros. Moi, je vous dis que ça coûte 25 euros. Voilà. Donc, si vous l'achetez en Après, ligne, vous pouvez l'acheter 8 fois. vous payez 25 euros avec le code MariamVan. Voilà. voilà. Mariam Khalas. Voilà. Au c'est Khamat cher Mariam, du coup. Non, ils sont en train de blaguer là, par contre. C'est cher, NIM, quel rat. Aïe, aïe, aïe. C'est Sommelière, Attendez, mais il y a qu'est-ce que tu nous il y a le fais format PDF aussi. Oui, Pour les rats, pour les maxi Ouais, rats, les ceux qui veulent pas vrais lâcher rats. 1 euro, il y a le format PDF qui est à 8 euros, je crois. 7 euros. tellement 7 on est euros. gentil. Mais j'étais contre. Moi, j'étais Non, pour mais- 26 euros le Mais format c'est PDF. moins cher que les Grecs. C'est une C'est dinguerie. moins cher qu'un grec Bah, maintenant. Non, sérieusement, c'est une très très belle revue. Voilà, regardez. Magnifique. Regardez. On vous a pas imprimé un Word, on a fait un vrai travail. Ouais, non. Regardez. Voilà. Bref, travail incroyable. 10 achetez. euros à retrouver sur le site nous, QGD Colonial, vous l'avez dans le. Et par contre, je rigole pas, sur le site, vous pouvez vraiment mettre plus. C'est-à-dire, vous mettez, Ouais. vous pouvez mettre 50 euros si vous voulez sur le Si, site. ouais. C'est On, prix libre à on a partir fait de 10 exprès. euros. Voilà, on faisait pas ça avant et on l'a fait pour celle-ci. Voilà. Donc voilà, soutenez-nous, merci beaucoup, c'est très Et gentil. merci justement à tous ceux qui ont travaillé gratuitement Ouais. pour cette revue aussi. Hein. Bien sûr. C'est une revue militante, hein. C'est pas. Exactement. Voilà. Il y en a qui étaient un peu, il y en a qui étaient un peu payés. On respecte un peu les Ouais, graphistes. Les illustrateurs. Ouais, les illustrateurs. Les en illustrateurs. militant, voilà, Mais pas de on souci. respecte les Voilà. artistes. Mais sinon, c'est vrai, le travail de relecture, je pense à Mirabel qui a fait la relecture. Ouais, Et tous ouais, les contributeurs, hein, tous ceux qui ont écrit, hein, c'est totalement bénévole pour le bien de ce message. Et pour la lutte. Petit blanc, fascisme ou révolution. Donc il y en a 4000 à vendre, donc allez-y. Et il n'y en aura pas 4000 de plus. Donc ceux qui l'achètent pas maintenant, vous l'aurez jamais. Voilà. On nous demande souvent s'il y a des rééditions, des premières revues, des deuxièmes, etc. Dès qu'il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Voilà, Et c'est moi qui globalement, décide. c'est non. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai écrit dedans? Non, j'ai pas écrit dedans, je suis une flemmarde, moi. Elle t'a écrit dans le premier quand même. J'ai écrit dans le premier, ouais, mais là, j'ai la flemme. Et la Désolée. revue 1 est introuvable. Mais il n'y a pas besoin de moi, je vous assure, il y a grave des pages, il n'y a pas besoin Ouais. de moi. Vous inquiétez pas, il y a mieux que moi dans ce magazine. C'est vraiment très très bien. Bon. Et si vous donnez plus, par contre, il y a le Tipeee aussi.
Ouais, il y a le Tipeee. Voilà, donc oui, Tipeee de Parole d'Honneur, vous donnez dedans, dons réguliers, ça nous aide à avoir de la visibilité, c'est le meilleur moyen de nous soutenir en plus de la revue. Donc voilà, donnez. Voilà. Oui. Sur le site, il en reste 300? Non. Sur le site, non mais pour gérer nos stocks, on n'en met pas, on met pas les 4000 de base. Ouais. Voilà. Vegan, Anar Christo, ex Cricho. Voilà. Quel pseudo. Voilà. Bon, sur Bourg-et-Tours, j'ai bien vu que vous étiez un petit peu content. Moi, je vais vous demander pourquoi est-ce que pour vous c'était important cet événement? Quelles étaient vos attentes et pourquoi est-ce que ça a rencontré vos attentes selon ce que vous attendiez de cet événement précis? Qui, je rappelle, c'est un événement qui est organisé comme on a pu le faire ces derniers mois, avec le reste des organisations de la gauche radicale, si je peux dire, avec même des interventions de députés de la France Insoumise. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous très militant avec beaucoup de tables rondes. On n'a pas fait un petit truc, c'est vraiment beaucoup de tables rondes pour aller dans le fond des sujets, avoir le temps de discuter, de faire intervenir aussi pas mal de monde, parce que la problématique quand on fait un petit événement, c'est qu'il y a une personne qui parle. Je pense à ce qu'on a fait avec Judith Butler ou Ilan Pappé. Il y a Judith Butler et il y a Ilan Pappé, quoi. Il n'y a pas 40 000 personnes. Là, c'était vraiment un événement militant, entre guillemets, où il peut y avoir beaucoup d'interventions, beaucoup de tables rondes. C'est pas grave si vous n'avez pas tout vu. L'objectif, c'est pas de tout voir. De toute façon, il y a plein de thèmes. C'est pour que qui est intéressé par un thème aille voir le thème qui l'intéresse. Et on va essayer de mettre un petit peu sur YouTube. Ouais, alors là, vous avez déjà je vous laisse après répondre, mais juste presque pour dire, 15 heures de vidéo, 16 heures de vidéo qui sont en entier sur YouTube. Et nous, on va faire les petits découpages bien propres pendant les prochains jours. Voilà. Et ça, c'est rien que ce qui a été diffusé en live, mais il y a aussi un certain nombre d'interventions qui étaient en dehors de la salle principale, dans le hall. Ouais. Et ces interventions-là, elles ont encore été vues par personne, sauf ceux qui étaient sur place. Et vous allez les découvrir aussi sur la chaîne de Parole d'Honneur dans les semaines qui viennent. Spoil, il y a vraiment des choses excellentes sur ces ateliers qui n'étaient pas dans la salle plénière. Absolument. Notamment sur les transports en milieu rural, etc. C'est des sujets peu... Il y a aussi une table sur Ruffin qui a été particulièrement réussie. Apparemment, celle sur la paysannerie était bien aussi. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est que personne, de toute façon, ne pouvait tout voir, puisqu'il y avait des ateliers en simultané. Et là, du coup, vous pouvez, je pense, retrouver déjà toutes celles qui étaient dans la salle, dans la salle principale de conférence. Tout est en replay et on va découper tout ça bientôt. Et ces ateliers dont tu parles seront aussi dans les semaines suivantes sur YouTube. Et donc tu disais, Jonathan, qu'il y a des tables qui étaient vraiment très intéressantes. Pourquoi est-ce qu'elles t'ont intéressé, toi, particulièrement? Déjà parce qu'en fait, il y a des sujets qui ont quand même été malheureusement très peu abordés, en dehors peut-être de certains microcosmes de gens qui s'intéressent à la sociologie. Moi, je pense par exemple au clientélisme dans les quartiers qui, pour moi, est quand même un sujet qui est essentiel. Il y a celui en fait de démonter Ruffin, mais pas de le démonter pour le démonter, mais vraiment déjà de proposer des alternatives et d'expliquer qu'en fait les tours et les bourgs, de toute façon, nous on a repris volontairement ce blaze par provocation. Oui. Mais en fait, si encore une fois, tu peux situer des tours dans les bourgs. Ce qui compose aujourd'hui les politiques d'urbanisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des villes, il y a les centres-villes, il y a la périphérie et la zone rurale, et surtout la banlieue pavillonnaire, qui est quand même un impensé, mais qui est pour moi une clé de voûte et un élément essentiel, notamment chez les populations qui votent RN. Et après, il y a certaines questions qui ont jamais, pour moi, qu'on n'a pas encore trop abordées et qui sont en lien direct avec la fascisation globale. C'est par exemple celle du protectionnisme. Est-ce qu'il faut un protectionnisme solidaire? Est-ce qu'il ne faut pas de protectionnisme du tout? Ou est-ce est-ce que ce débat mérite d'être porté? Et après, de manière générale, moi je pense que pour en revenir à l'événement lui-même, au lendemain des élections, on avait proposé dans des conditions vraiment très à l'arrache, et je remercie encore le Relais de Pantin d'avoir été aussi réceptif, un meeting qui s'appelait Que faire, donc déjà avec l'ensemble des forces de ce que je pourrais appeler le bloc extra-parlementaire, mais qui grosso modo vote quand même pour une gauche de rupture. Et en fait, on se rendait compte qu'on était quand même à peu près tous sur la même ligne dans les constats globaux. Maintenant, je pense que si on ne reproduit pas ce genre d'événement et qu'on ne rentre pas plus dans le vif du sujet de certaines thématiques, moi je l'ai dit dans l'introduction de l'événement, c'est évident qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, la question des streamers, la question du sport, des masculinités subalternes, de ce que serait et d'ailleurs aussi du féminisme dans les milieux populaires. Mais c'est une porte d'introduction, et si on multiplie pas ces événements-là et qu'on ne les délocalise pas non plus pour apporter des éléments de réponse, finalement on n'aura jamais d'éléments de réponse autre que allons voter ou dire l'extrême droite c'est pas bien. Encore une fois, c'est une étape, mais moi je pense que c'était important qu'on arrive
qu'on arrive déjà à le porter ensemble avec toutes les organisations qui étaient présentes, parce que pour moi, c'est aussi un pas en avant pour apprendre à se connaître. Quand on organise un événement, tu vois, il y a des rencontres, il y a des dialogues qui se font entre les personnes. Et aussi parce qu'en fait, là, nous, on ne se rend pas du tout compte de sa portée. On est encore dans une réaction à chaud. Mais il y a forcément des critiques et des choses à redire qui vont nous être amenées sur la table, ou des choses très constructives qui vont en sortir, que ce soit sur les points positifs ou les points négatifs. Et nous, c'est à nous d'être attentifs et attentifs à ça, et du coup de le prendre en considération pour voir aussi comment est-ce que ça s'articule en fonction aussi des espaces, parce que en fonction des espaces, puisque les espaces qu'on veut toucher avec ça seront pas du tout les mêmes, et que les manières de militer dans une petite ville, dans une périphérie, encore une fois, dans un quartier populaire ou dans un centre-ville, ne sont pas les mêmes. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est assez difficile, je trouve, de mobiliser ou d'intéresser sur des événements en dehors de la période électorale. Où là, la période électorale, tout le monde se réveille, il faut gagner l'élection, il faut militer, etc. C'est vrai qu'en dehors de la période électorale ou d'une grosse actualité, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser sur un sujet comme ça. Mais justement, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un moment où on a le temps de prendre le temps, justement, comme tu disais, de discuter de plein de sujets. Et il y a encore plein de sujets, tu disais, on n'a pas pu les aborder. Mais au contraire, je trouve ça bien. C'est le moment où on a le temps de voir les autres, etc., de discuter, de poser les bases. Et peut-être de ne pas être d'accord maintenant, peut-être de réfléchir plus tard. Et ça va donner suite, j'espère, à d'autres réflexions, peut-être plus tard. Oui, voilà, juste une dernière chose. Excuse-moi. Non, vas-y, comme tu veux. Moi, je voulais juste dire qu'en plus, effectivement, ça intervient dans une séquence politique qui est tristement vide par rapport à ce qu'on connaît habituellement dans ce pays depuis 2016. Ouais. C'est-à-dire que là, en dehors du mouvement de solidarité envers la Palestine et je pense certaines dynamiques écologiques liées au soulèvement de la terre, il y a très très peu de mobilisation. En dehors des élections où là exceptionnellement on a du monde dans les rues, mais bon, ça construit pas grand chose en termes de force politique, enfin dans le rapport de force politique, à part la question électorale. Donc, moi je pense que ça arrive vraiment à pic, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Youssef ? Oui, de toute façon un événement n'est jamais une fin en soi, c'est un début. C'est toujours un début. Un événement n'est pas là pour épuiser un sujet. C'est là pour repolitiser, justement, et là ça participe d'une repolitisation générale. Tous les événements qu'on organise en général, ça participe de cette nécessaire repolitisation qui manque cruellement à ce pays, hein. Donc il ne s'agit pas de venir en disant on va épuiser un sujet. C'est évident que la question des campagnes, la question des liens n'a pas du tout, la prétention n'était pas d'épuiser tous les sujets, hein. Il y a quand même des idées novatrices qui ont été lancées, et entre autres je pense à l'intervention de Rouya Boutelja qui est assez intéressant, Rêvons ensemble, et avec Seymour aussi, hein, dont j'ai oublié le prénom, mais là, on est vraiment au cœur des problématiques, hein, comment à nouveau relancer une dynamique, et c'était assez bien posé dans ce débat. Donc voilà. Et puis concernant le sujet Tour et Bourg, Rochi dit ça crée du lien entre les militants. C'est vrai que ça fait du bien aussi juste de se voir, de parler de manière informelle après les trucs. Ça manque terriblement. Je veux dire, on est dans une période où ça rebooste aussi. Grosso modo, les gens viennent consommer. Voilà. Et je crois qu'une façon générale, notre activité, elle va à rebours, et c'est salutaire. Par exemple, le fait de faire une revue à un moment où tout le monde pense que les revues, ça marche pas, où tout le monde pense que la lecture, ça marche pas, etc. Et on est en train de démontrer que ça marche, qu'une revue, que l'écrit, ça peut marcher. Ouais. Et là, c'est pareil, on est en train de démontrer que disons, se coltiner des sujets aussi complexes, parce que les tours et les bourgs, tu l'as dit, effectivement, il y avait un petit côté provocateur là-dedans. Des gens disent vous êtes en train de servir la soupe à Ruffin. Mais ouais. En fait, non, parce que tout le monde sait très bien que ce n'est pas la géographie qui détermine, et qu'aujourd'hui, il y a des tas de réseaux qui se superposent à la géographie, et que ce n'est pas la géographie qui impose les liens et les réseaux. Il y a des tas d'autres réseaux qui justement sont des réseaux nouveaux, et les débats étaient justement un moyen c'était une introduction, en fait. Il faut prendre ça comme étant une introduction à tous les sujets. C'est une introduction à comment on va faire pour gagner 2027, sachant qu'on a 11 millions d'électeurs RN. Et c'est une introduction à, Ruffin, il a peut-être l'idée de créer ce bloc historique, mais il s'y prend de la pire des manières. Nous, on va prendre au sérieux sa proposition, et on va essayer de définir dans ce week-end, c'était un peu le but, quelles sont les conditions nécessaires, quel est l'état des lieux pour qu'il y ait ce bloc historique qui se crée, et qu'on puisse faire voter déjà, peut-être faire changer d'avis, et surtout aussi faire voter les gens qui d'habitude ne votent pas et qui sont un peu déprimés. C'était aussi le thème de la prise de parole d'Ouria Boutelja qui rarement... Il n'est pas du tout sponsorisé par... On s'en fout, on est chez nous. Vous avez tous les deux dit non mais c'est vrai, parce que c'est un truc qu'on ne fait pas souvent à gauche,
c'est de proposer une utopie. En ce moment, plus personne n'a envie de rêver. On a tous le seum de ce qui se passe. Et du coup, dans ces conditions-là, je pense que c'est le moment aussi. On a l'impression d'un combat d'arrière-garde, voilà. de défense, et on recule. On recule. Alors qu'en fait, il est évident qu'on doit trouver la fameuse maïotique qui va nous permettre d'aller de l'avant, qui fait que les gens vont lutter non pas en négatif par rapport à tous, mais en positif pour gagner quelque chose, gagner un monde. Et pour moi, justement, ça va même au-delà des élections. C'est-à-dire qu'actuellement, l'état des forces extra-parlementaires, de l'autonomie des luttes, quand je parle de l'autonomie, je parle au sens très large, est quand même dans un état qui est pas... Enfin, qui est pas très satisfaisant, qui peut revenir parce que bon, on peut quand même souhaiter revoir des mouvements spontanés comme ce pays en traverse, peu importe les sujets depuis plus d'une dizaine d'années, où on sent quand même que la colère s'amplifie et que ça s'accélère. Mais si à un moment on commence pas à définir des cadres dans lesquels les gens aussi peuvent se retrouver, moi je sais pas du tout, je n'ai pas la prétention de prétendre quelle forme ça va avoir, on va continuer à avoir des mouvements de plus en plus forts, avec peut-être de plus en plus de monde et une intensité de plus en plus violente, sans forcément avoir d'autres propositions qu'uniquement le vote, qui à mon avis de toute façon est une chose importante, est une étape, mais n'est pas une fin. Ça marche pas tout seul. Voilà, c'est ça, exactement, ça marche pas tout seul. Et le simple fait d'aborder les questions et d'en parler entre nous, encore une fois, c'est déjà bien, parce que généralement quand on le fait, on est déjà la tête dans le guidon pendant les retraites, où là c'est vrai que les militants se croisent pendant des séquences comme je sais pas moi, les gilets jaunes, comme une manifestation avec Sainte-Soline, mais c'est un moment où on a la tête dans le guidon et où en fait du coup on est sur une séquence instantanée sans forcément penser à l'après. Est-ce que en fait c'était un moment où on préparait la théorie pour pouvoir prendre en charge les moments où il y aura de l'action claire et pas éviter les mêmes erreurs qui se sont passées pendant les gilets jaunes où il y a eu je sais pas si on a cette prétention-là. Mais tu vois ce que c'est un peu l'esprit. C'est quand même déjà d'y réfléchir. Je pense pas que ça va se traduire directement, matériellement, par des actes et des initiatives militantes, parce qu'on n'a pas cette force de frappe là pour le moment. Soyons honnêtes et quand même un petit peu modestes. Mais si ça peut aider à impulser des dynamiques où nous, en fait, à trouver des dynamiques, parce qu'on n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe localement, et peut-être de les coordonner en réseau à moyen terme, ce serait déjà une étape. Après ça, c'est ma position à moi, c'est pas un truc de groupe qui a été réfléchi avant, quoi. Mais Yassine ? Beaucoup de choses ont été dites. J'ai pas grand chose à ajouter. Je vais dire un mot sur. En fait, le titre n'a pas été compris par beaucoup de gens. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me refaire toutes les séquences. Et puis, comme j'étais dans le feu de l'action ces 2 jours-là, tout est encore flou. C'est des réactions à chaud. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que ça m'est sorti de la tête. Mais ouais, c'est que j'ai l'impression que Ruffin, dans ses dernières interventions, il cherchait clairement à fuir la question raciale. Et c'est pas possible de mobiliser les masses en fuyant un sujet qui est traité par la droite et l'extrême droite, avec des idées qui sont de plus en plus hégémoniques. C'est décevant de le voir rester sur ses postures, sur ses éléments de langage. Là, il y a vraiment un travail de fond intellectuel qui a été fait par plein de militants pour essayer de poser sérieusement la question de l'alliance. Il y a plein de pistes de réflexion hyper intéressantes qui ont été établies. J'invite celles et ceux qui nous écoutent, qui les ont pas vues, à regarder les conférences dans les semaines qui viennent. Moi-même, j'ai pas tout vu parce qu'il y a des ateliers et des conférences qui se passaient en simultané. Mais en tout cas, voilà, l'événement, c'était un franc succès. Moi, j'étais content de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à ces questions-là et qu'on n'est pas obligé de se... On part pas de rien, quoi. Il y a ce sentiment-là qu'on part pas de rien. Je vais rentrer chez moi. Moi, je voulais juste reprendre... Vas-y, c'est bon. Ok, je peux recommencer. Bon, super. En gros, je voulais juste reprendre rapidement ce qui avait été dit par Orochi. Effectivement, l'idée, c'est aussi de continuer à pousser l'ensemble des forces de gauche et d'extrême gauche dites de rupture sur la ligne antiraciste, et en fait continuer à en faire un enjeu sociétal qui est primordial, en fait, pour plein de raisons. Et il y a une phrase, justement, une proposition comme ça sur la prise de parole de l'UCL que je retiens. C'était concernant le CCIF, c'était de dire qu'en fait, un exemple de piste, tout bête, les syndicats ont le pouvoir sur leur lieu de travail de faire ce que le CCIF a fait,
en matière de lutte contre les discriminations. Et moi, je pense que l'idée, c'est aussi ça, c'est de dire, bah voilà, les différentes personnes qui appartiennent à des syndicats, quand elles vont revenir, elles vont peut-être avoir des propositions concrètes de cible. Là, je lance vraiment une bouteille à la mer, quoi. Il y a tous les outils juridiques qui sont là, parce qu'il y a tout un tas de décisions victorieuses qui ont été obtenues par le CCIF quand il existait encore en France, sur lesquelles les syndicats peuvent s'appuyer pour faire leur travail de défense des intérêts des salariés. Mais ça veut dire aussi se mobiliser concrètement. Par exemple, je pense à notre ami Abdourahmane, le président de la mosquée de Pessac. Oui, il y a Samir qui est au procès de en ce moment, Abdourahmane. Avec Abdourahmane. Exactement, donc ça veut dire aussi se mobiliser dans ce genre de cas. C'est se mobiliser aussi pour les procès policiers, c'est se mobiliser pour tout cela. Les fermetures de mosquées. Les choses ne vont pas se faire toutes seules comme ça. Et d'autre part, l'antiracisme est intégré dans le combat. Le but, c'est pas l'antiracisme en vérité. Le but, c'est justement lutter ensemble pour un autre monde. L'antiracisme, c'est une des conditions. C'est une des conditions de la lutte. C'est une des conditions de la lutte. Et oui, parce que la lutte ne peut pas se faire si. Mais disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment la lutte doit forcément se structurer, intégrer l'antiracisme politique. Encore une fois, c'est pas une histoire de racisme individuel. Ça, c'est pas du tout le problème. Mais l'État, l'arme du racisme, et on le voit bien, est une arme que brandit l'État quotidiennement. On va en parler à l'occasion d'autres faits. Et c'est l'instrument massu de l'État actuellement, de l'État impérialiste français, le racisme. Donc c'est pas s'occuper des Arabes et des Noirs comme si on s'occupait d'espèces en voie de disparition. C'est une des conditions réelles de ce fameux rêver ensemble. Sinon, il n'y a pas d'alternative possible. Et si certains s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'en tirer leur... Bon, c'est dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion totale. Il y aura un monde nouveau pour tout le monde ou pour personne. Le problème, il est là. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait relativiser les choses, où je me dis, mine de rien, juste cet événement avec la présence de la fille, etc., ça prouve que, au final, l'antiracisme que nous, on a fait ces dernières années avec d'autres, ça a un peu marché, dans le sens où cette gauche-là, qui ont dit « Ah, vous pensez pas à l'antiracisme, etc. », elle y pense de plus en plus, au point que toute cette gauche-là, celle qui était là, on va pas mentir, ce week-end, elle se construit un peu en opposition à Ruffin, et elle va plus dans le sens de la France insoumise ou de notre sens. Après, c'est logique, c'est la gauche radicale, mais elle aurait pu être dans une totale autre posture. Et je dis que c'est bizarre, parce que récemment, vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression qu'on fait que de perdre. Depuis les élections législatives, moi j'ai ce sentiment qu'on fait que de perdre. Et les actualités politiques sont tristes. J'ai aussi dans Palestine, ça continue. Nouveau gouvernement, on se fout encore de notre gueule. Mayotte, ça continue, etc. etc. Mais en même temps, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression que les idées avancent petit à petit, en tout cas dans notre camp et le camp plus large qu'on essaie de toucher. En même temps, on fait que de perdre. Ouais, mais sur le plan hégémonique, ce que tu dis est vrai, c'est quand même incontestable qu'il y a un chemin qui a été fait. Moi, je reprends encore souvent cet exemple. Peut-être que je radote, mais il y a même pas 15 ans, il y a une dizaine d'années, faire accepter le terme islamophobie, y compris par certaines des organisations, sans vouloir les accabler, qui étaient présentes à l'organisation de ce week-end, c'était une difficulté. Là, aujourd'hui, c'est un acquis. Le terme d'islamophobie, à peu près tout le monde l'accepte, à peu de choses près. Et de manière plus générale, en fait, je pense qu'on fait quand même de l'antiracisme, encore une fois, un enjeu politique, mais pas au sens moral, parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'antiracisme moral est en train de se faire défoncer par une vision de l'antiracisme structurel ou politique, peu importe le nom qu'on peut l'accorder. Ça existe encore un peu, mais ça ne marche plus, en fait. Voilà. Parce qu'on est dans une société qui s'est tellement fascissée qu'aujourd'hui, la moraline, je pense qu'elle ça peut même plus servir de levier ou de ressort. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, on a des gens qui ont été à des fers de lance de l'antiracisme moral par le passé, qu'on voit aujourd'hui se vautrer dans l'extrême droite. Et là, je fais une passe décisive à Youssef pour parler de Julien Drey. Pour parler de Julien Drey, qui est en train de vivre une très mauvaise séquence médiatique sur les réseaux sociaux. Très bonne. Avec Eric Nolot, etc. Où ils apprennent qu'ils sont d'extrême droite ou de droite. C'est ça. Et qu'ils ne sont pas de gauche. Et on apprend que Julien Drey, le fondateur des SOS Racisme, quand même, est en train d'avouer qu'avant tout le monde, il avait compris le danger de l'islamisme. Mais il n'osait pas le dire. Mais en attendant, il avait quand même créé SOS Racisme, sur lequel des générations ont grandi totalement dans l'ignorance qu'en fait, il s'agissait pour eux d'une éducation au danger islamiste. Voilà, c'est Juju qui l'a dit.
C'était Donc, ouais, extraordinaire. On perd dans les faits, mais dans les idées, au moins, ça infuse Ouais. petit à petit. Il y a quoi. quelqu'un Et là qui où dit je suis aussi un qu'on peu se renouvelle. pessimiste. Pardon. Ouais, vas-y. Non, je disais qu'il y a quelqu'un aussi que ça se renouvelle avec un épicentre hégémonique qui se radicalise, c'est vrai, et ça c'est pas propre à l'antiracisme en fait. La manière avec laquelle aujourd'hui certains mouvements sociaux sont accueillis par rapport à ce qu'on a vécu en 2016 ou pendant les Gilets jaunes, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, en fait, il y a quand même un esprit de révolte et une radicalisation de la gauche. Moi, je pense qu'on avance en fait à ce niveau-là. Pendant la guerre de Gaza de 2014, Bien sûr, absolument. pas encore, C'est Bien sûr. sûr. Et d'ailleurs, faut toujours avoir en tête que les événements se précipitent parfois. Faut pas du tout être dans... Mais les événements parfois se précipitent. On a vu dans l'histoire comme ça des événements qui se précipitent. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu un débroussaillage idéologique extraordinaire qui a été fait. C'est qu'aujourd'hui, faut comprendre que si la droite a réussi à être hégémonique maintenant, c'est le produit de toute une, pour paraphraser M. Zemmour, de toute une reconquête idéologique qui a été initiée dans les années 80, entre autres par la revue Éléments, Alain de Benoît, etc. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le produit de tout un travail qui a été fait. Ah oui, tu veux dire que la droite a commencé à faire la guerre culturelle. Oui, avec le club de l'horloge, etc. Absolument, Ouais, c'était bon, le fameux précepte gramscien, l'hégémonie culturelle. La Gramsci est devenue Absolument, leur référence. figure de droite. Et d'ailleurs, Alain de Benoît, qui a lu Gramsci, effectivement, entre autres, c'est son projet qui est en train d'aboutir aujourd'hui. C'était l'unification des droites. Enfin, la droite, l'extrême droite, le centre, etc. Et ce que je veux dire, c'est que nous, d'une certaine façon, on fait un travail évidemment complètement opposé. On est aussi dans une reconquête. Des esprits, parce que l'opinion, ça se travaille, il n'y a pas de mystère. Hein. Comment vous prenez un pays comme la France qui, il fut un temps où l'antiracisme était, mais vraiment, je le dis, l'antiracisme était vraiment la norme. Dans nos vertes années, l'antiracisme était absolument la norme. Ça aurait été inimaginable d'entendre le millième des discours qu'on entend aujourd'hui. Donc, On entend des hommages à Le Pen, on va en parler après. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un travail, il y a eu une perte de substance, et parce qu'il y avait aussi des erreurs. Il y avait des erreurs de notre camp, il y avait des erreurs idéologiques. À l'époque, l'antiracisme politique n'était pas du tout traité comme il le fallait. Et ça a été une brèche par laquelle les fascistes se sont engouffrés. Un PCF qui était social chauvin. On avait un PCF qui était totalement social chauvin, etc. On avait une Mitterrandi, évidemment le PS, n'en parlons même pas, agent traditionnel des guerres impérialistes et du fascisme, la social-démocratie. Bon, en fait, aujourd'hui, on paye tout cela. On paye ce retard idéologique. Ce pays a un petit peu dormi sur ses lauriers, c'est après 68. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le résultat. Donc, il faut juste avoir conscience que l'inverse peut être obtenu, qu'un travail inverse peut être obtenu, et avec des victoires. Et il faut surtout avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y a parfois des accélérations de l'histoire. Moi, je suis absolument convaincu, et tu l'as dit, je suis absolument convaincu que les choses vont s'accélérer. Qu'un matin, Positivement ou négativement? Positivement. Alors, positivement et négativement, évidemment, parce que le roi est nu. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à un degré de confrontation absolue entre, on pourrait dire globalement, les forces sociales de progrès et les forces réactionnaires fascistes. C'est qu'il y a même plus ce centre mou qui existait auparavant et qui faisait illusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la confrontation va être extrêmement, extrêmement difficile, mais il y a une possibilité de gagner. Il y a vraiment une possibilité de gagner. Et cette victoire, elle n'est pas uniquement au plan électoral, elle est à tous les niveaux. Elle est au plan culturel, elle est au plan électoral, elle est dans tous les domaines. Mais il faut absolument avoir confiance. Moi, je suis absolument tout à fait positif de ce point de vue. Il y a Orochi qui dit un truc très juste, c'est qu'en Europe, on est aussi une exception. Oui. C'est Contrairement à l'Amérique latine, par exemple. Ouais, peut-être par rapport sauf l'Espagne, tout le reste de l'Europe est en train de se fasciser totalement. Bah oui. On a l'AfD qui a gagné pas mal de trucs en Allemagne, la Hongrie, on a la Hongrie. tout ce que tu veux. C'est toujours l'alternative fasciste aux révolutions. C'est ça, voilà. C'est tout. Mais dans notre malheur, nous, on a encore une gauche, radicale qui est debout. Je ne me rends pas compte de la chance qu'on a, effectivement. Et c'était le propos d'Orochi qui rappelait qu'on a une chance fantastique, parce que quand on regarde ailleurs, c'est le doom absolu. Et pas uniquement, c'est que si jamais ça basculait en France, c'est la théorie des dominos. Ça fera basculer aussi d'autres pays. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est toujours... voilà. Après, la France n'est pas en reste sur l'extrême droite non plus, quand on voit la manière dont Macron a gouverné, depuis 2017. J'avais en tête, parce que c'est des choses que les gens oublient, mais les jeunes assis les mains sur la tête à Mantes-la-Jolie, c'était en 2018. Et moi, je me rappelle que dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il avait envoyé des signaux qui étaient hyper inquiétants en remontant les Champs-Élysées sur un donc c'était en fait ça a commencé dès son élection. Alors qu'il passait pour un libéral. Absolument. Donc finalement, pendant sa campagne. Si on remonte, ça a été tout de suite, quoi,
une manière de gouverner très autoritaire et très à droite. Pour prendre un événement plus proche et pour faire une transition du coup avec le sujet suivant, tout simplement la manière avec laquelle la mort de Jean-Marie Le Pen a été traitée, je pense que ça nous donne quand même un indicateur assez encore plus inquiétant que ce qu'on pouvait imaginer sur la normalisation et la globalisation du fascisme. Bon, une du Figaro Magazine, c'est quelque chose. Non, mais oui, c'est ça. C'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre. Par contre, si vous l'avez en régie, c'est la une du Figaro Magazine, le tribun, si vous pouvez l'afficher pour le chat. Une flatteuse en fait pour oui, voilà. Non, ça c'est quelque chose ça c'est une chose à laquelle on pouvait s'attendre, mais je pense que s'il avait été mort il y a une dizaine d'années, etc., les titres auraient été quand même un petit peu moins élogieux, même s'ils sont pas vraiment élogieux. En tout cas, ils sont extrêmement complaisants par rapport à ce que représente ce personnage, quoi. Et je regardais un documentaire France 5 hier. Je regardais un reportage sur France 5 hier qui était assez intéressant sur Jean-Marie Le Pen. Et il y avait des témoignages de Jean-Marie Le Pen, etc., où il expliquait, avant même ses succès électoraux, il avait écrit à l'Élysée, au président Mitterrand, pour se plaindre du fait qu'il ne passe pas dans les médias, qu'il ne soit pas invité dans les médias. En fait, il faut se rendre compte, avant c'était vraiment le boycott. Après, je ne dis pas qu'aujourd'hui ça devrait être le boycott parce qu'il faut faire face à quelque chose, c'est qu'il a gagné. Enfin, ses idées ont triomphé. Donc, quelque part, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit un boycott complet. Mais c'est vrai qu'il y a une complaisance du fait aussi que les médias soient. On va en dire un mot, justement. Bah oui, on est en train d'en dire un mot. On en dit un mot maintenant. On va le dire maintenant. Il y a la responsabilité de François Mitterrand dans la fin de ce cordon sanitaire médiatique. Viser les droites, absolument. Attends. C'est bien, je vous ai lancé là. Est-ce que tu veux parler du Parti des Arabes ou pas? On passe à la suite. Oui, pour conclure sur les non, peut-être. Bon, vas-y. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est de être là comme ça, tout rabougri à regarder. Contexte. Vas-y. Vas-y. Il y a eu une table ronde où il y avait notamment Raz, Sabrina de chez nous, Antoine Léaumont de la France Insoumise, Wissam et Bobby de la CGT. Et Sabrina, elle a fait une longue intervention au départ. À un moment, elle disait, en gros, la fille, elle a dit ça mot pour mot, elle a dit la fille, c'est le parti des Arabes, dans le sens où les Arabes votent la France Insoumise, notamment parce que la France Insoumise porte l'antiracisme, la lutte contre l'islamophobie, la lutte pour la Palestine, etc. Et elle a dit ça comme ça de façon brute, mais du coup les fachos l'ont forcément utilisé dans le sens vous voyez, mais avec une autre lecture. Mais c'est là où c'est très difficile parce que quand on lance un truc provoque comme ça, on lance ce que les fachos disent en fait. Et nous souvent on dit ce que disent les fachos, mais on veut pas dire la même chose. Mais c'est pas la même chose qu'on dit derrière. Nous quand on dit la fille c'est le parti des Arabes, déjà on n'est pas caricatureux, c'est-à-dire que la France Insoumise a d'autres électorats. C'est pas que c'est que les Arabes. C'est pas un parti communautaire. C'est pas un parti communautaire. C'est pas un parti qui fait comment on dit du clientélisme. Du clientélisme, de l'électoralisme. Comment on dit quand tu cherches exactement ces voix communautaires? C'est le clientélisme. Le clientélisme. On a une table ronde sur ça. Voilà. C'est pas ça. Or ça, c'est ce que disent les fachos de Mélenchon, avec toutes les caricatures qu'on voit ces dernières années où il le présente comme un islamiste, où là il le compare à Le Pen en disant que c'est un antisémite. C'est un antisémite pour draguer les Arabes. Enfin, tout ça on l'entend. Nous, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce que dit Sabrina quand elle dit ça. Sabrina, elle dit ça, pour dire SO la France Insoumise qui porte l'antiracisme. 2, pour dire attention, il faut quand même aller chercher les voix des autres et pas que se concentrer sur l'antiracisme, parce que le sujet c'était faire l'union des classes populaires, c'était la dignité des classes populaires. Et elle disait c'est bien de faire ça, mais il faut pas faire que ça. Bon, après c'est plus compliqué que ça. Mais l'idée. Et ça a été repris par le JDD. Mais oui. On a eu un article du JDD sur ça. Donc ils sont en train de raconter, c'est le grand remplacement, y compris à la FI, quoi. Mais ce que je veux dire c'est que quand Sabrina a parfaitement raison, ça veut dire que c'est aujourd'hui dans la FI que les Arabes, les Français d'origine maghrébine se reconnaissent. Il n'y a absolument rien d'insultant, et au contraire, c'est même un honneur. Exactement comme auparavant, le Parti communiste était le parti des Juifs. Faut le savoir, c'est-à-dire que beaucoup de Juifs votaient pour le Parti communiste. Alors pourquoi est-ce qu'on avait beaucoup de Juifs qui étaient au Parti communiste, et pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'Arabes comme à la FI? Parce que ce sont des partis qui proposent l'égalité, tout simplement. Ce sont des partis... c'est ce que dit Orochi, c'est juste le parti qui est pas raciste. Oui, c'est ça. Rappelez-vous que le Parti communiste, les fascistes les appelaient les judéo-bolcheviks. C'était ça, les judéo-bolcheviks, c'était le Parti communiste, parce que dedans, effectivement, et même dans le Parti bolchevique en URSS d'ailleurs, c'était exactement la même chose. On avait beaucoup de juifs, Trotsky, etc. Parce que simplement, c'est un parti qui était antiraciste, qui était contre l'antisémitisme, exactement comme aujourd'hui la FI, se coltine d'antiracisme. Donc c'est logique. C'est pas une histoire de clientélisme. Il faut quand même savoir qu'on vit dans un pays
où les Maghrébins et les Noirs se sont fait complètement avoir par le Parti socialiste et par la gauche. Ils ont été complètement trompés. C'est-à-dire qu'on les a fait voter massivement dans les années 80. D'ailleurs, on va en dire un mot par rapport à Le Pen, parce qu'il y a une grande responsabilité de Mitterrand dans la longévité politique de Le Pen, qui aurait dû normalement s'arrêter dans les années 80. C'est quand même grâce au Parti socialiste que Le Pen a rajouté 40 années de vie politique. Et ce que je veux dire, c'est que c'est donc logique que les Arabes et les Noirs qui se sont retrouvés orphelins, qui ne votaient même plus, beaucoup ne votaient même plus dans les quartiers, c'est évident qu'aujourd'hui, ils se remettent à voter pour la FI, et c'est même une bonne chose. C'est-à-dire qu'on amène des gens à se repolitiser dans la vie politique, et au contraire, c'est un honneur. Moi, je pense que c'est un honneur. Alors, évidemment, les fascistes vont prendre ça comme si c'était dégradant d'être le parti des Arabes, comme si c'était... Mais au contraire... On peut nuancer aussi, le parti des Arabes, c'est un électorat qui n'est pas non plus assuré. Non, absolument. Voilà. Donc ça, déjà, voilà. Numéro 1. Numéro 2, la France Insoumise en tant que parti, c'est pas représenté par des Arabes ou par c'est pas une asso de quartier, ça reste un parti de grands blancs entre guillemets, des bourgeois de gauche qui sont pour l'égalité et la justice sociale, mais ça reste un parti de grands blancs. Mais c'est pas grave, c'est un parti de masse qui a les outils de massifier, ce que nous on n'a pas d'ailleurs, et on n'a pas vocation non plus à l'aide, je pense, mais ce que nous on n'a pas, mais c'est un parti de masse. Vous avez été au camp d'été de la France Insoumise. Bon, vous n'êtes pas dans votre banlieue, là, au camp d'été de la France Insoumise. Les militants, ça reste des jeunes diplômés, ça reste des étudiants ou des jeunes cadres, etc. Il faut aussi distinguer aussi électorat et la structure en elle-même du parti. Et puis c'est logique. Mélenchon, c'est pas Boutelja. Mais c'est logique. Non, mais oui. Non, mais parce qu'ils disent ça. Non, ils disent limite ça. Après, encore une fois... Si tous les autres partis sont islamophobes et qu'on a un parti qui n'est pas islamophobe, c'est logique que les gens s'y retrouvent. Les musulmans, les arabes, les noirs, c'est des électeurs comme des autres. Ils votent pour leur intérêt numéro 1. C'est le seul parti qui offre ça. Après, grand bien, est-ce que le reste de la gauche ne soit plus raciste? Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Mais vraiment, moi, je pense, moi, ce qu'il faut retenir, c'est que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est que voilà, je suis en train d'imaginer tous ces espèces de crevures néo-vichistes complètement rabougris derrière leur ordinateur, à se taper les 8 heures de stream, à donner de la visibilité, et de faire des vues pour parole d'honneur. J'ai l'impression que pour le moment, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont dit, ok, je sais plus que c'est par commentaire qui dit Sabrina est trop forte, en gros, elle a encore réussi à trouver un coup de buzz. Mais franchement, en 8h30 de conf, c'est la seule chose qu'ils ont. Et puis, toi, tu voulais dire un truc là-dessus aussi, peut-être sur le titre et ce qui suit dans l'article, en fait, c'est que... Ah non, j'ai pas lu. Moi, je voulais juste dire que je remercie tous les fachos d'avoir mis plus de 400 000, 500 000 vues le logo Parole d'honneur partout sur Twitter. Voilà. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que même l'article, en fait, il dit... c'est ce qu'on disait en off, en gros. Ouais, bah vas-y, c'est que déjà, le titre est mensonger parce que Sabrina n'est pas journaliste. C'est une militante politique, les gens en fait, pour commencer. Et en plus, bon, on en parle là parce que c'est la seule chose, comme vous dites, qui a été trouvée contre nous. Mais ça reste un article assez mensonger. J'ai envie de le dire, même si c'est un gros mot, mais putaclic en fait, parce que dans l'entête de l'article, ils disent donc en effet, selon elle, il s'agirait de la seule formation politique qui reconnaît la lutte antiraciste et contre l'islamophobie comme une lutte pour la dignité. Donc déjà dans l'entête, le titre est complètement désamorcé. La méthode, c'est juste de publier leur article avec le titre choc pour effectivement agiter les réseaux d'extrême droite et la fachosphère qui est très active sur Twitter. Mais là, c'est des messages. Je vais citer le journaliste en fait, c'est Kevin Tanguy qui a des méthodes qui sont parfaitement ordurières. En l'occurrence. Ouais, on rappelle que... De toute façon, s'il est au JDD, c'est une ordure tout court. C'est pas pour rien. L'extrait a été sorti par un gars qui travaille à Frontières, qui est un média d'extrême droite total. Qui s'appelait avant Livre Noir. C'est vrai, c'est très juste. Voilà, c'est avec Livre Noir. Frontières et le JDD. Livre Noir. L'ancien nom de Frontières, c'est Livre Noir qui est un média d'extrême droite. Donc bon. Ah oui, c'est clair. Mais bon, après, ils sont rebrandés. J'ai vu leur une, dégueulasse. Oh. Alors que nous... Achetez-vous payez des graphistes, regardez les résultats. On a une magnifique revue qu'on vend 10 € sur le site nous. Après, on les garde, nos graphistes, on les garde.